20h au Bénin, voici l'information. Beaucoup d'appelés par la foi, mais peu d'élus. Covid oblige, ne va plus à la Mecque qui le peut forcément. D'autres conditions s'imposent désormais. L'Arabie Saoudite fixe des quotas. Le Bénin adopte un encadrement strict. Plus que 3000 candidats au Hajj 2022. Les technologies numériques évoluent très vite, leurs usages et environnements avec. Il faut adapter les règles qui les encadrent. Les lois de l'économie numérique de l'UEMOA sont en pleine révision. Cotonou s'y penche. Nouvelle ère pour le basketball béninois. La NBA pose ses valises au Bénin avec un accord pour hisser le basketball béninois dans la cour des grands. Un rêve rendu possible grâce à l'ex-international Yann Mahami. À nouveau, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le Bénin vient de faire un pas significatif vers son ambition d'autonomie énergétique. Il s'agit de la création de la plateforme de formation réseau, transport et distribution. Une infrastructure qui va opérer la formation de profils qualifiés pour adresser un meilleur service aux consommateurs. L'initiative est portée par le projet d'accès durable et sécurisé du Bénin à l'énergie électrique. Au centre de formation de la communauté électrique du Bénin à Bomé-Calavi, nos reporters Jean-Claude James, Bruno Khouteko. Dans ce centre de la communauté électrique du Bénin, elle est devenue l'attraction le temps d'une cérémonie d'inauguration. Il s'agit de cette plateforme mise en place exclusivement à des fins pédagogiques. Une installation à caractère sous-régional. Il est constitué d'une ligne très haute tension 161 kV composée de 3 portées et d'une travée transformateur composée de disjoncteurs, sectionneurs, réducteurs de mesure, parapoudre et d'un transformateur de puissance de récupération. Cette plateforme de formation sera portée par de nouveaux modules de formation qui viendront diversifier et renforcer l'offre de formation. Une formation de référence dans les différents métiers classés suivant 2 axes, le transport et la distribution. Je peux vous avouer le plaisir qui m'a animé quand j'ai appris que cette infrastructure majeure est la première du genre dans toute l'Afrique occidentale. Cela montre le niveau de détermination et d'engagement de nos 2 pays, mais particulièrement pour le programme PADES-BE du gouvernement béninois. La sécurité pour nous est au cœur de nos préoccupations, tous les jours sur le chantier. Et donc cette plateforme permet de former l'ensemble des collaborateurs à leur métier en toute sécurité. Vous avez plein de compétences dans le pays et qu'avec un bon mix de compétences du pays, de transfert de savoir-faire, d'accompagnement de nos équipes marocaines, nos équipes françaises et puis de toutes les ressources que vous avez au sein du pays, on pourra aider le Bénin dans le chemin du développement. Un chemin qui fait la part belle à la formation professionnelle. La formation professionnelle est au cœur de la transformation économique que nous faisons. En 2018, sur 100 jeunes béninois qui sortaient de l'école, seulement 5% et encore un peu moins avaient une formation professionnelle et technique. Dans 9 ans, en 2030, nous voulons qu'il y en ait sur 170 qui est la formation professionnelle et technique. Cette plateforme pédagogique de formation est une belle illustration de la trilogie gagnante École, entreprise, ministère. Une initiative du ministre Donald Jean-Claude Oussou qui travaille à donner corps à la vision du gouvernement dans le secteur de l'énergie. Je l'annonçais en titre, l'argent du voyage ne suffira plus pour aller en Terre Sainte à la Mecque. Pour figurer parmi les 3000 environ candidats au Hajj 2022, il faut compter avec les quotas fixés par l'Arabie Saoudite, mais aussi avec le contrôle strict du gouvernement béninois. Ce mercredi, au ministère des Affaires étrangères, les acteurs de la chaîne du convoyage ont été réunis pour connaître les règles du Hajj 2022. L'essentiel à retenir avec Ola Rodrigue Babagüeto et Miché Elébé. Rien ne sera plus comme avant pour se rendre au pèlerinage du Hajj. Les conditions de participation sont désormais plus strictes. L'Arabie Saoudite n'accepte plus les passeports qui ne sont pas biométriques. L'autre chose qui est importante maintenant, c'est la visite médicale. Les pèlerins sont tenus de se faire vacciner obligatoirement
contre la Covid-19, la méningite, la méningocoque, la poliomyélite et la fièvre jaune. Et le président souhaite que, en ce qui concerne notre pays, que nous puissions en faire plutôt une norme pour être sûr qu'on n'a pas de risque. C'est le vaccin contre la grippe saisonnière. Le pèlerin doit aussi être âgé de 65 ans au plus. Son test PCR doit dater de 112 heures avant l'embarquement. Les sociétés agréées en charge du convoyage doivent aussi dorénavant rendre des comptes. Ce qui a été convenu, c'est que nous ayons une limite de 10 pèlerins par tente à Mina et à Arafat et de 4 pèlerins par chambre. Je crois que plusieurs personnes ont témoigné que par rapport à certains pays, excusez-moi, certains de nos anciens opérateurs mettaient les gens dans des conditions qu'on ne pouvait pas accepter. Donc le président, il ne veut plus ça. Il n'a pas pris seulement les témoignages des gens du Bénin. Il a eu aussi des témoignages des gens d'autres pays qui ont vu les nôtres. 2 organes sont désormais en charge de la gestion du Hajj, le comité d'orientation et de supervision COS et le sous-comité opérationnel appelé le sous-COS. Le gouvernement contrôle tout ce qui concerne les préparatifs du Hajj et la raison est bien fondée. Il incombe à l'État la responsabilité d'assurer la protection de ses citoyens à l'étranger. Une responsabilité qui est encore plus particulière dans le contexte du pèlerinage à la Mecque, qui est un événement de haute portée internationale. Donc l'image du pays y est engagée, mais c'est aussi un événement dans lequel des personnes très vulnérables s'engagent. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, le Hajj 2022 est le premier autorisé par l'Arabie Saoudite. Le gouvernement béninois le prend comme un Hajj test et est bien décidé à le réussir avec 0 dette et une ambition à faire mieux rayonner l'image du pays à l'international. Et comment les acteurs de la chaîne de convoyage ont-ils accueilli les nouvelles dispositions du pèlerinage à la Mecque? Les avis sont partagés. Certains ont bien voulu livrer leurs impressions à notre équipe sur place. Ola Rodrigue, Papaguito et Michel Ebé. L'organisation du Hajj n'est nullement une sinécure. Mais j'avoue que l'État a réellement pris le taureau par les cornes. J'ai souvenance donc que quand j'étais au commissaire au pèlerinage, que c'était très difficile. Très difficile. Mais je suis très heureux de constater qu'il y a du mieux. Ce qui me réjouit, c'est l'organisation et l'implication plus positive de l'État. On avait un quota de 4600 et c'est sur cette base qu'on avait fixé 200 par société. Aujourd'hui, on a un quota de 2083 et on maintient les 200 par société. C'est des problèmes. C'est des problèmes parce que le nombre n'est plus beaucoup. On a 27 sociétés et 2000 et quelques pour partager avec cette société, vous savez, c'est dangereux. Moi, mon seul problème, qu'on veille à ce que les Béninois voyagent en priorité. Parce que beaucoup ont déjà engagé des étrangers et moi j'ai peur. J'ai peur qu'on ne laisse sur le carreau les Béninois. Le chef de l'État fait réforme pour que les Béninois partent beaucoup. Nos sociétés n'ont qu'à laisser leur intérêt personnel pour aller à l'intérêt général. On vous dit, vous parlez, vous perdez notre temps pour descendre. Si tu n'en as pas 200, l'autre a 100, toi tu as 100. Mettez-vous à ça. Et l'année prochaine, si on a augmenté les quotas, vous travaillez. En tout état de cause, la lutte continue. La bonne intelligence et surtout l'image du pays sont en jeu. Le Bénin à la conquête de la puissance du basketball américain. Un rêve se concrétise avec la signature hier d'un mémorandum entre le ministère des Sports et la National Basketball Association Région Afrique, NBA Africa. Et ceci grâce au dynamisme de l'ex-international basketteur Ian Maimi. L'acte de coopération sportive est intervenu au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Jocelyne Senahon et Patrick Imavo en étaient témoins. La National Basketball Association pose ses valises au Bénin pour booster la pratique de la discipline. Ceci passe par la signature d'un mémorandum pour le développement du basketball béninois. Ce jour est un grand jour pour notre pays. Parce que, comme vous le constatez, nous sommes en train de signer un protocole d'accord, un mémorandum relatif au développement du basketball dans notre pays, le Bénin, avec la plus grosse ligue, la plus grande, la plus prestigieuse qui ait jamais existé dans l'histoire. Pour ceux qui connaissent le basketball, il n'y a rien de plus
élevés, de plus grands que la NBA. C'est la ligue qui rassemble un peu plus de 400 joueurs et ce sont les 400 meilleurs au monde chaque saison. Ce partenariat géant s'est concrétisé et a vu le jour grâce au dynamisme de l'ancien basketteur international d'origine béninoise, Yann Mahemi. Le président de la NBA Africa nourrit de grandes ambitions pour ce partenariat qui lui fait fouler pour la première fois le sol béninois. Le spécial point d'honneur revient à Yann Mahemi, ancien joueur de la NBA qui a tout œuvré pour la concrétisation de ce partenariat dans son pays d'origine. Il est très dévoué à faire développer le sport ici. C'est une chance pour le Bénin. Nous sommes également très heureux d'avoir constaté le grand pas qu'a fait le gouvernement béninois dans la réalisation des infrastructures sportives. Avec la NBA Africa, nous mettrons les moyens. Nous ferons en sorte que le basket soit développé et profite à la jeunesse béninoise. La première autorité de la boule orange au Bénin est satisfaite de cet aboutissement. Elle explique les chances équitables disponibles pour les pratiquants de la balle au panier au Bénin. Nous devons, à travers ceci, aujourd'hui, donner la chance à chaque Béninois, comme l'a dit le ministre, quel que soit le coin où il est, qu'il soit élève, étudiant, fonctionnaire. L'essentiel, c'est qu'il soit pratiquant de basketball, qu'il soit jeune, lui donner la chance de rêver. Le Bénin est lancé pour être le meilleur dans tous les sports, notamment au basketball. Les différents moyens pour atteindre l'objectif sont désormais disponibles. Et puis les textes législatifs régissant l'économie numérique dans l'espace sous-régional ont déjà 10 ans d'existence. Or, les technologies numériques évoluent très vite, leurs usages et environnements avec. Pour adapter les règles qui les encadrent, la CEDEAO et l'UEMOA ont entrepris la révision des lois dédiées. Cotonou s'y penche depuis hier avec des acteurs de l'écosystème numérique. Les grands enjeux et axes avec Ola Rodrigue Bawaguito et Brice Chibozo. Pour une économie numérique mieux encadrée dans l'espace sous-régional, le projet d'avant-cadre législatif et réglementaire en étude ici est d'une haute importance. Les avancées technologiques, traduites par un développement rapide de l'économie numérique, ont profondément transformé les activités économiques et sociales des utilisateurs des produits et services de communication électronique et fait émerger de nouveaux comportements. Au regard de toutes ces nouveautés, il convient de reconnaître que les textes communautaires actuels ne sont plus adaptés à régir le cadre de l'économie numérique dans notre sous-région. Alors, dans l'ancien texte, on leur dit qu'il faut leur offrir une cabine téléphonique. Je pense que tous ceux qui ont 20 ans se posent la question de savoir ce qu'on appelle une cabine téléphonique. Dans le nouveau texte, on dit qu'on doit leur offrir un Internet haut débit 3G. Donc, vous voyez que c'est important. Il faudrait que le numérique soit au service de tout le monde. Le choix du 17 mai pour le lancement de cet atelier paraît anodin. Mais non, la célébration de la Journée mondiale des télécommunications est le moment propice aux yeux du ministère du Numérique et de la Digitalisation pour apporter sa pierre à celle déjà jetée pour une normalisation de la réglementation de l'économie numérique dans l'espace sous-régional. Suivant les recommandations formulées au cours de l'atelier de Lomé, il revient à chaque État membre d'organiser une large consultation des acteurs au niveau national. Certains États membres ont organisé déjà leur consultation nationale. C'est le tour du Bénin de se conformer à ces recommandations. L'atelier est prévu pour durer 3 jours. À la fin, le Bénin doit disposer des amendements et des observations de tous les acteurs nationaux pour en faire part à la commission de l'UEMOA. Le document proposé est fait de 235 articles. Et pendant ce temps, les professionnels de l'élevage et les cadres des services vétérinaires des pays de la sous-région se penchent à Cotonou sur les maux qui minent l'élevage de l'espace communautaire. État des lieux et annonce de stratégie dans le sujet de Ezekiel Diako et Benjamin Denayon. Cet atelier régional doit permettre de faire le bilan des campagnes transfrontalières conjointes de vaccination après l'élaboration des mesures d'accompagnement en 2021. Il était donc opportun qu'une autre rencontre se tienne pour permettre d'évaluer la mise en œuvre de ces recommandations et de faire le bilan des dernières campagnes de vaccination 21-22. La santé des animaux est essentielle pour assurer la durabilité
des systèmes d'élevage. Les services vétérinaires œuvrent au quotidien pour prévenir, détecter et lutter contre les maladies animales, notamment celles zoonotiques. Les campagnes de vaccination constituent alors l'une des stratégies mises en œuvre par ces services pour prévenir les maladies animales, surtout celles à caractère épisodique. Les différentes maladies qui minent le secteur de l'élevage prennent de l'ampleur et inquiètent ces cadres des services vétérinaires des pays de la sous-région. Ils sont bien décidés à trouver de bonnes dispositions pour y mettre fin. Dans les États membres de la CEDEAO, la peste des petits ruminants, communément appelée la PPR, et la péripneumonie contagieuse bovine, PPCB en sigle, font subir à l'élevage d'énormes pertes économiques. L'atelier qui nous réunit donc a pour objectif de relever les principales difficultés rencontrées sur le terrain et proposer des solutions idoines afin d'améliorer les résultats des campagnes à venir pour qu'à terme nous puissions mieux contrôler, voire éradiquer ces principales maladies. Des organisations professionnelles d'éleveurs sont aussi représentées à cet atelier pour de meilleures décisions. Les travaux sont prévus pour prendre fin le 21 mai prochain. Avec Ezekiel Diako, restons dans le secteur agricole pour évoquer cette campagne de sensibilisation sur les maladies virales du manioc. Une campagne itinérante à travers tout le pays pour aguerrir les producteurs. À l'étape de Boycon, on retrouve Ezekiel Diako. Ils sont plus d'une centaine à cette campagne de sensibilisation sur les maladies virales du manioc. Producteurs agricoles, transformateurs, semenciers et commerçants sont aguerris sur les problèmes qui minent ce secteur. Il y a un mosaïque, surtout celui qui est très dangereux. Et en dehors de ça, il y a encore des maladies qui sont liées aussi à ça, mais c'est mosaïque qui fait assez de ravages parce que lui, il attaque les feuilles et aussi il attaque les racines. Nous allons chercher à lui donner plus de valeur. Et pour lui donner plus de valeur à cette filière manioc, il faut prendre les dispositions. Il faudrait que toute la chaîne de valeur soit aguerrie. Il est indispensable aux acteurs impliqués dans le processus du développement agricole de mener une guerre contre les virus qui attaquent les plantes. Le cas du manioc, qui est une culture de base et qui est identifiée par les différents gouvernements comme culture prioritaire dans le plan stratégique de développement du secteur agricole de notre pays, est préoccupant. De nouvelles méthodes de lutte et stratégies leur sont présentées. Des milliers de clichés. Quelques années après, vous allez encore revoir la maladie. Ils sont désormais mieux outillés. Ils pourront apporter des réponses concrètes aux problèmes qui plombent le secteur de la production du manioc. Et pendant qu'à Boycon, on pense à la santé des plantes pour sécuriser l'alimentation humaine, on veille aussi à la santé humaine par les plantes. Mission que se donnent les membres du bureau départemental de la Fédération des associations nationales des acteurs de la médecine traditionnelle du Bénin qui s'organise dans le Borgo à travers une cérémonie tout sauf banale, solennelle même, car ils ont prêté serment samedi dernier à Parakou en présence de têtes couronnées. Écho avec Judy Kaelaïnan et Dorcas Tito. Le document juridique qui vous permet... Il s'appelle Boni Seko Fataou. Il est désormais le président départemental de la Fédération des associations nationales des acteurs de la médecine traditionnelle du Bénin dans le Borgou. Notre secteur d'activité est à la croisée des chemins et nous avons la responsabilité historique d'accompagner la dynamique qui prévaut désormais, celle de faire du secteur un levier du développement. Cette vision est celle du chef de l'État, son Excellence, le président Patrice Guillaume Talon Athanase. De jour comme de nuit, sachez que l'international d'Azo et Doku de Tchéou, de Wedok Blamé, l'international, le spirituel, m'a chargé de vous dire que vous avez son soutien. L'autodiscipline est notre motif car il y aura assez
d'initiative en concertation avec les autorités départementales pour que les réformes nous amènent à faire un pas de plus. Nous rassurons depuis ce pupitre les responsables de la faune betterave au plus haut niveau que la mission sera accomplie. Chers collègues, membres du bureau départemental, les défis sont énormes et exaltants, cependant pas impossible à relever. Le nouveau bureau compte relever les défis pour rendre davantage visibles les bienfaits de la médecine traditionnelle. Sauver des vies, encore et toujours, est son cheval de bataille. On va parler à présent de menaces sur le cadre de vie. Nous vous emmenons à Tokben-Kpevi, c'est dans un quartier de la commune d'Abomey-Calavi qui vit au rythme de coups de pelle et de rondes d'extraction effrénée de sable. 4 promoteurs y opèrent. Leurs activités ne sont pas sans conséquences sur le cadre de vie. Tenez, murs de maisons fissurés, inondations notamment sont les affres vécues par les habitants. Ils expriment leur ras-le-bol et appellent au secours car les exploitants du sable semblent sourds à leurs cris de détresse. Témoignage avec Koudous Abdoulaye. Une terre sous pression transformée en un lac. On est entouré des sociétés de dragage qui sont installées sur nos sites depuis plus de 17 ans, qui sont en train de nous draguer. Il y a ce promoteur Damala qui est en train de nous estrader depuis plus de 17 ans. Ils ont fini leurs limites. Ils reviennent toujours à la charge. Là, vous voyez l'eau là. Là, vous voyez l'eau là. C'est des parcelles qui sont déjà parties de là. Il y avait des plaques sur des parcelles là. Donc ces plaques sont déjà parties et les parcelles sont déjà englouties. Jusque là-bas. Vous voyez, plus de 20 parcelles déjà sont déjà parties. On nous dit ici que c'est une parcelle de l'État réservée ici. C'est une réservation de l'État ici, du ministère de la Santé ici, dans les cocoteraies là. Il faut respecter maintenant aujourd'hui les normes qu'on doit respecter ici pour les dimensions données n'ont pas été respectées et nous sommes fatigués. Triste réalité. Impuissants face à la furie de cette machine qui creuse et extrait le sable, les habitants de Tokben-Kpevi appellent le chef de l'État au secours. Mais là, je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi Damal a dit qu'il a acheté 16 hectares dans ce qui est creusé pendant 10 ans, ou bien qu'est-ce qu'il veut dire par là? On ne le comprend pas. Le président doit venir vraiment nous secourir de ce qui se passe ici. Le promoteur pointé du doigt ne serait pas en phase avec les normes du contrat. Il n'a pas souhaité nous accorder une interview, mais il soutient aux caméras détenir l'autorisation de la direction des mines. Toutefois, les habitants de Tokben-Kpevi ne décolèrent pas. Venez nous sauver. Nos murs se lézardent. Nos maisons sont inondées. Que faire? Voler au secours de Tokben-Kpevi qui assiste impuissant à la dégradation des habitations à cause de cette activité d'extraction de sable. Tokben-Kpevi est assiégé par 4 promoteurs qui extraient sans répit le sable en dépit du cri de détresse des habitants. Après des questions de respect des normes environnementales, passons aux droits de l'homme. La Commission béninoise des droits de l'homme a rencontré lundi dernier les médias et les organisations de la société civile après son accréditation au statut A. Il était question de présenter les 40 mois d'action de la Commission et échanger avec les médias sur l'état des lieux des droits de l'homme au Bénin. C'était à Cotonou, cette rencontre. René Kofi, Ezekiel Diako en était témoin. Le Bénin confirme une fois de plus sa légitimité et sa crédibilité à travers l'accréditation de la Commission béninoise des droits de l'homme au statut A. Il lui fallut 20 ans pour atteindre cet objectif et nous l'avons fait en 40 mois. Je voudrais reconnaître que le gouvernement du Bénin a joué un rôle important dans ce processus en faisant preuve de l'audace de l'espoir, placé en des hommes qu'il n'a pas choisis, mais qu'il a nommés. Des hommes qui ont prêté serment
de faire leur travail en toute indépendance. Après cet exploit, la commission a tenu à rencontrer les hommes et les femmes des médias ainsi que les organisations de la société civile pour 2 raisons. La première, présenter ses 40 mois d'action au profit des droits de l'homme. La seconde, exprimer sa reconnaissance à tous ses partenaires. Et je pense que c'est ensemble que nous allons relever le défi de la pérennité. Et félicitations déjà à la commission parce que je sais que derrière c'est beaucoup de travail. Du coup, c'est vraiment réussi à pérenniser tout ce qui est fait déjà et que cela se traduise également beaucoup plus en termes de respect des droits des citoyens béninois et béninoises tout simplement. Cette accréditation, annoncée le 29 mars 2022 par le secrétariat de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme, confère à la Commission une voix délibérative en tant que membre des institutions internationales des droits de l'homme au plan sous-régional et international. Dans les allées des œuvres majeures exposées à la Marina, une tête couronnée s'est fait remarquer ces jours-ci. Zongye Wandi Gamansizo Toli Yelian, le roi des Toso Ayoto Gamenou, avec sa nombreuse suite, en est sorti ravi de ce qu'il considère comme l'exploit de Patrice Talon et plaide déjà pour le retour du reste des biens royaux du Bénin encore en exil. Nous vous proposons ici d'écouter le roi des Toso Ayoto Gamenou au micro de Fifame Ataliji Okonde. Daniel Ada. Et patriarche de l'art royal dans Dahomey pour avoir élevé Dakodonou, le roi Ayoto Gamenou, j'ai le devoir de venir témoigner de cet événement majestueux parce que le président Patrice Talon, un premier dans notre pays, un fils, a eu quand même le courage de ramener les étriers royaux, les trésors royaux sur la terre de Dahomey. Vous comprenez? Donc, en tant que souverain de Ayoto Gamenou, je me suis fait le droit de venir le féliciter, prier pour lui et prier les membres des ancêtres de Toso, Ayoto Gamenou et toute autre royauté de Dahomey, afin qu'il puisse avoir la vie longue, lui et son gouvernement. Lorsqu'on dit Ayoto Gamenou, je suis le dépositaire légal de la divinité Ogou qui est restée en France. Donc je vais continuer par prier pour lui, pour qu'il puisse avoir la force de négocier avec le président français et Emmanuel Macron pour que la divinité Ogou puisse revenir au pays, parce que ça ne peut pas. Une fois qu'il a enclenché, il a accepté nous envoyer 26, Ogou doit revenir sur la terre de Dahomey. Actualité de la tournée gouvernementale qui prend fin. Le ministre d'État chargé du développement a présidé lundi dernier les échanges avec les populations de Tchaourou sur la cherté de la vie. Et par ailleurs, sur la question de la coexistence pacifique entre agriculteurs et éleveurs, soulevée à toutes les étapes de la tournée gouvernementale dans le Borgou, les membres de la délégation ont rassuré les populations. Alexis Asogba, Abdoulaye Moumouni Yakoubou. Tchaourou. Dernière étape de la tournée des membres du gouvernement dans le Borgou. Les communications de l'équipe ministérielle rassurent les populations. Elles insistent par ailleurs sur le renforcement des mesures de contrôle dans le cadre de l'atténuation de la cherté de la vie. Le gouvernement était mal vu par rapport à la cherté de la vie. Parce que moi par exemple, on ne fait qu'accuser le gouvernement. Mais avec ce que j'ai entendu aujourd'hui, j'ai vu que vraiment le gouvernement n'en est pour rien. Je souhaiterais que les contrôles soient faits dans tous les marchés, dans tous les villages, pour que le gouvernement sanctionne ceux qui n'arrivent pas à respecter les règles du gouvernement. Une fois que même sont descendus, ils nous ont expliqué, on a compris que l'État est en train de dépenser, est en train de fournir assez d'efforts à cause de nous.
Nous aussi, on peut aller témoigner, même les gens qui ne sont pas venus, on peut aller le dire ce que nous aussi on a attendu. Parce que ça là, ce qu'ils ont dit là, c'est clair. Ce n'est pas ici celles qui sont chères, mais au Nigeria, mais au Burkina, mais au Togo, c'est le même problème. Dans la majorité des communes parcourues, les dispositions pour une coexistence pacifique entre agriculteurs et éleveurs préoccupent les participants. Dans la politique que le président Talon nous a demandé de mettre en place, le maître mot, c'est aller vers la sédentarisation de l'élevage. Et les actions concrètes sont en cours. Donc si on peut, dans un contexte de sédentarisation, apporter l'eau et les aliments pour le bétail, la question est réglée. Les participants à la séance de Tchaourou promettent relayer les informations reçues de la délégation gouvernementale au sein des communautés. Et dans la Takora et plus précisément dans les communes de Kérou et de Péonko, la tournée de sensibilisation sur la vie chère est assurée par Edouard Wenwouro et Kwaro Yves Tchabi. Reportage Edmond Rombo et Ndogumpati. À Kérou comme à Péonko, les interventions tournent autour de la disponibilité des intrants agricoles, des questions de l'éducation et de la revalorisation du SMIC. Le maïs, c'est une denrée alimentaire que nous mangeons, que nous utilisons à plus de 80%. Sans l'engrais, on ne peut pas produire le maïs. Sans l'engrais aujourd'hui, rien ne sera possible. Je demande au chef de l'État de rendre l'engrais disponible à tous les producteurs. Il y avait pas mal d'intoxications. Les gens ont pensé que la hausse des prix était due au gouvernement. Il n'en est pas question. Il y a des raisons qui font que la vie coûte cher. Et ces raisons sont au nombre de 3. Il y a d'abord la Covid qui a fait que l'économie mondiale a été affectée. Ensuite, il y a cette guerre qui continue entre l'Ukraine et la Russie. L'Ukraine étant un pays producteur de blé, de gaz, de produits pétroliers également, que nous importons. Eh bien, ça se ressent au niveau de nos pays, notamment au Bénin. Et la troisième raison, c'est la question sécuritaire à nos frontières, avec les djihadistes qui sévissent au niveau des pays voisins. Il y a une pression de ces populations-là sur nos produits agricoles. Face à cette situation, le gouvernement n'est pas resté insensible ni inactif. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures allant de la fiscalité à la disponibilité des intrants agricoles pour que les producteurs puissent continuer de vaquer librement à leurs occupations. Ces mesures concernent également les prix de grande consommation. Ces mesures touchent également le salaire qui va être revalorisé au profit des travailleurs pour soutenir le pouvoir d'achat. Après cette étape de Kérou et de Péonko, la délégation est attendue à Kouandé, toujours dans la Takora. Et justement, cette tournée de la Takora a pris fin à Kouandé, comme annoncé par nos reporters. On retrouve donc le point, on fait le point avec eux, Edmond Rombo et Ndogumpati. La commune de Kouandé compte sur son agriculture pour accompagner les efforts du gouvernement. Mais pour un meilleur rendement de ses produits, les intrants agricoles sont indispensables. La commune est un bassin hautement agricole. Nous avons bénéficié l'année passée que de l'urée. On n'a pas eu de l'NPK pour produire. C'est vrai qu'il n'y a pas de boutique de vente dans la commune, mais on s'est entendu avec la Sodego et Kouandé sera servi à partir de Natidego. Nous sommes soumis aux mêmes difficultés. Nous allons acheter les mêmes produits. C'est pour ça qu'il est important que le gouvernement explique davantage dans une démarche pédagogique tout ce qui est fait pour atténuer les difficultés que nous vivons tous. Sans ces mesures sur les prix des produits pétroliers, on aurait acheté le gasoil à 1200 et plus. Au départ, ces soutiens-là s'élevaient à 5 milliards par mois, passé à 10 milliards. S'il n'y a pas d'engrais, on va produire quoi? Sans cette mesure de l'État pour subventionner le prix de l'engrais, c'est-à-dire prendre en charge le supplément induit par les effets de ce qui se passe, la maladie, plus la guerre, plus la pression sur nos produits, les trois facteurs combinés ont agi. Cette tournée était opportune. Nous avons constaté que ces populations nous attendaient. Le message a été entendu. Et nous pensons que désormais, tout le monde comprend ce qui se passe. Tout le monde sait surtout ce que le gouvernement fait pour maintenir le pouvoir d'achat des Béninois. Mission accomplie pour cette équipe gouvernementale dans le département de la Takora.
Dans le zoo, c'est la commune de Wenki qui a accueilli la délégation gouvernementale pour la dernière étape. Les échanges se sont déroulés à la Maison des Jeunes sous les yeux de Roland Tchanka et de Cadnel Capo. Dernière étape de la tournée gouvernementale dans le département du Zou. Au centre des jeunes et loisirs de Wenki, Alain Nouati et les membres de son équipe sont très ponctuels. Pas de signe de fatigue sur les visages. Au crachoir, c'est le même entrain. Il ne saurait d'ailleurs en être autrement. Wenki, c'est 40 villages composés entre autres d'agriculteurs, de chasseurs, de pêcheurs, d'artisans et de commerçants, des personnes dont les activités sont en berne à cause de la flambée des prix des denrées alimentaires sur les marchés. Mais l'État a pris le taureau par les cornes en mettant en place plusieurs mesures d'atténuation pour accompagner les populations dans leur souffrance. Ces mesures vont de la suppression des taxes à la subvention de certains produits de grande consommation. Outre les explications sur la cherté de la vie, le programme spécial d'insertion des jeunes dans l'emploi, le projet de recrutement de 15 000 jeunes dans le textile au sein de la zone industrielle de Glodjibé ont été également présentés. C'est une séance qui était nécessaire. La population était vraiment touchée. Le fameux problème de la transhumance dans tout le département du Zou a été l'objet de chaudes interventions. La population a pris bon acte et doivent surveiller effectivement que certains opérateurs économiques ne profitent pas de façon indue de cette subvention que le gouvernement apporte pour améliorer les conditions de vie. La séance a permis d'éclairer la lanterne des populations. Elles ont d'ailleurs souhaité que des rencontres de ce genre se tiennent à intervalles réguliers pour leur permettre de mieux s'informer sur les actions que mène le gouvernement en leur faveur. On descend dans l'Atlantique où la tournée d'explication du gouvernement est descendue dans les communes de Toribo-Sito et d'Alada. Comme dans toutes les autres communes de l'Atlantique, c'est le même exercice d'explication mais aussi d'écoute. Lénaïk Agbazaou et Rizomaou. L'hymne national exécuté ici en chœur à la Maison des Jeunes de Toribo-Sito. Expression de la résilience de tout un peuple face à la cherté de la vie. Une situation faiblement ressentie grâce à l'accompagnement du gouvernement. Pascal Irénée Koupaki, après un rappel des mesures d'atténuation, invite à la promotion du consommé local, ce qui passe par une production locale accrue, qui devrait être favorisée par la subvention des intrants. Le chef de la délégation gouvernementale promet que les producteurs de Tori seront davantage accompagnés par différents programmes agricoles. Les engrais financés avec de fortes subventions, c'est pour les producteurs locaux. Le gouvernement prend des dispositions pour qu'il y ait suffisamment de produits vivriers dans notre pays pour que les prix n'augmentent pas trop. Moi, j'ai été ravie d'entendre toutes ces mesures que le gouvernement a déjà mises en place sans nous attendre, sans attendre les plaintes de la population. D'importants efforts ont été faits pour donc atténuer cette crise qui est d'ailleurs mondiale, ce que vous savez bien. Et je crois que la population a été vraiment informée des mesures prises par le gouvernement. Le gouvernement a subventionné le prix de l'engrais pour les cotonculteurs qui devait normalement se lever à 35 000. Aujourd'hui, par rapport aux efforts du gouvernement, nous sommes à 14 000. Ce sont des actions très salutaires. Les populations d'Alada aussi se sont fortement mobilisées pour l'exercice pédagogique de l'exécutif. Notre chef de l'État, toutes les fois, c'est prendre les mesures des choses avant que cela ne soit trop tard. Tout ce qui se dit là, nous nous retrouvons dedans. Aujourd'hui, en tant qu'opératrice économique, je confirme à la population béninoise que la cherté ne dépend pas du gouvernement et que c'est plutôt les deux géants qui sont en train de se battre là-bas qui ont occasionné ça. Le gouvernement a enlevé même des taxes douanières pour faciliter l'achat aux populations. Prochaines et dernières étapes pour la délégation gouvernementale qui sillonne l'Atlantique, Godomé et Kwaou. Les toutes dernières étapes sont à retrouver dans nos prochaines éditions. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes qui ont contribué à la livraison de ce journal. Bonsoir chez vous.